Voici Pipa et elle a remporté absolument aucun concours canin, mais elle est championne pour dormir 18 heures par jour, ouais, et pour voiler mes chaussettes sans arrêt. Elle a 6 ans, ce que veut dire que si on convertit en âge humain, ça lui fait 42 ans. Donc elle est plus vieille que moi. Et franchement, son enfant intérieur est bien plus vif que le mien. Mais pas maintenant, parce que là, elle a juste faim. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense, Pipa. Est-ce qu'elle comprend que sa vie, comparée à la mienne, file à toute vitesse comme un avion? À première vue, c'est impossible à savoir, mais les scientifiques, eux, ont trouvé une réponse plutôt maligne. Avec un strobo, ils ont montré aux animaux une lumière qui clignotait super vite, et ils l'ont mesuré jusqu'à quelle fréquence le cerveau pouvait encore distinguer des flashs. Parce que la perception de temps dépend de la vitesse à laquelle le cerveau traite les signaux sensoriels. Et donc plus un animal voit en haute fréquence, plus le temps il lui paraît long. Autrement dit, pour lui, le monde est en mode slow motion. Et dans la nature, cette capacité sert bien, par exemple à mieux esquiver ou réagir. Les expériences ont montré qu'une année de vie pour un chien semble plus longue que pour nous, mais pas en 7 fois comme on le dit. Les chiens traitent l'information visuelle 25% plus vite que nous. Nous, on voit 60 images par seconde. Les chiens, 80. Et une mouche, elle voit carrément 250 images par seconde. Et c'est pour ça qu'on n'arrive jamais à l'écraser. Ouais. 80 images, c'est suffisant pour que le chat regarde nos vidéos YouTube en version ralentie. Pipa voit son humain comme un ralenti, mais elle l'adore quand même. C'est dingue, non? Maintenant, vous savez comment votre chien voit le monde. Mais même si sa perception de temps est différente, ça n'efface pas le fait un an d'un chien voit toujours cet temps humain. Alors pourquoi est-ce qu'il vit si peu longtemps? Beaucoup connaissent l'escargot achatina, cette machine à baver qui peut vivre jusqu'à 10 ans. Eh bien, certains spécimens ont réussi à pousser jusqu'à 11 ans. C'est peut-être parce qu'ils ne se fatiguent jamais pour rien. Et mine de rien, c'est pas si faux. Une vie longue, c'est une vie longue. Mais ça, c'est juste un bout de réponse. La nature a ses propres critères pour décider combien de temps chaque espèce est censée vivre. Et quels sont ses principes? Likez la vidéo et on va plonger dedans. Maintenant, vous allez découvrir à quoi ressemble la formule de votre longévité, ce que le colibri a en commun avec un diabétique, quel animal survit même si tu le mixes dans un blender, pourquoi les chats vivent plus longtemps que les chiens, quel gardien vous protège du cancer en ce moment même, comment les baleines ont roulé la mort, c'est quoi ce truc gluant qui passe partout, pourquoi les chats kiffent les boîtes en carton et comment ça a sauvé leur enceinte, et enfin, quels animaux sont biologiquement immortels. Et la première question, à votre avis, où dans la journée part la majorité de votre énergie? Quand vous êtes à la salle à fond, quand vous mangez un bon burger ou quand vous faites rien? Attention, c'est la question piège. La bonne réponse, c'est que la plus grosse partie de votre énergie part quand vous faites absolument rien. Oui, ça s'appelle le métabolisme de base. C'est le minimum d'énergie que votre corps consomme juste pour rester en vie une journée de plus. Faire battre le cœur, faire respirer les poumons et bouger un peu vos neurones pendant que vous regardez cette vidéo affalé sur votre canapé. Et les principaux bouffeurs d'énergie, ce sont le cœur, la foie et les deux reins. Ils utilisent la moitié de votre énergie, même quand vous faites rien du tout. À ça, on ajoute l'activité physique, les fameux calories actives de votre montre, et enfin, l'effet thermique de la nourriture, c'est-à-dire l'énergie que vous dépensez rien que pour digérer ce que vous mangez. Même un burger, ça vous pompe 10% d'énergie juste pour le transformer en carburant. Mais chez les animaux, leur dépense totale peut aller jusqu'à 4 fois leur métabolisme de base. Logique, ils n'ont pas de boulot de bureau, et ils sont toujours en mouvement. Et c'est là contient peut-être le début de l'explication pourquoi certaines espèces vivent plus longtemps que d'autres. Chaque organisme crée des liens chimiques pour produire de l'énergie, mais ce processus laisse des déchets, des radicaux libres. Ces petites saletés se baladent dans votre corps, réagissent avec tout ce qu'ils croisent et endommagent les cellules. Et c'est comme ça qu'on vieillit, donc plus le métabolisme est rapide, plus le corps accumule des déchets et meurt plus vite. Voilà comment on vieillit. Et d'où la formule Live Fast, Die Young. Vis vite, meurt jeune. Mais de quoi dépend la vitesse de métabolisme? Les scientifiques ont remarqué deux facteurs qui sautent aux yeux, la taille du corps et la température de l'environnement. Commençons par la taille. Plus un animal est petit,
plus facile il perd sa chaleur et donc il doit la récupérer. Prenons un exemple, le musaraigne, un petit animal en nom rigolo. Elle pèse à peine quelques grammes mais elle est obligée de chasser tous les 30 minutes et en une journée, elle bouffe 3 fois son propre poids en insectes. Elle mange, puis elle refroidit et recommence à manger pour ne pas geler. Oui, comme on dit, bouge-toi ou crève. Et vous savez combien de temps elle vit? 1 an et demi, parce qu'elle se crame de l'intérieur avec un métabolisme aussi haut. 1200 battements de cœur par minute, pour qu'il soit juste chaud. Et ce n'est même pas un record. Chez les colibris, le cœur monte à 1260 battements par minute. Écoutez-le battre. C'est le métabolisme le plus rapide parmi les oiseaux. Et à cause de ça, il vit à peine 3 ans. Pour réussir à battre des ailes 80 fois par seconde, le sang du colibri devient du sirop du glucose. Un taux de glucose dans le sang qu'aucun mammifère ne peut atteindre. Mais ce sont des bêtes tout petites. Voyons maintenant comment la durée de vie évolue quand on monte en taille. Un écureuil, 6 ans. Un lynx, 15 ans. Une vache, 20 ans. Un hippopotame, jusqu'à 40 ans. Un rhino, encore plus lourde, jusqu'à 50. Un éléphant, 60 ans. Et les baleines bleues, qui pèsent 100 tonnes, elles peuvent vivre jusqu'à 90 ans. Et même dans ce club de géants, il y a un champion, un cas qu'on n'arrive pas à classer. Le baleine boréale, ou baleine du Groenland. Elle vit une véritable anomalie biologique, jusqu'à 200 ans. Et l'explication, peut-être, c'est que son métabolisme, en plus d'être influencé par la taille, est ralenti par un deuxième facteur, l'environnement. Quand il fait froid autour de toi, le métabolisme tourne en ralenti et donc les radicaux libres s'accumulent moins vite. C'est peut-être pour ça que le requin du Groenland, qui vit dans les eaux gelées de l'Arctique, atteint l'âge incroyable de 400 ans. C'est le vertébré qui vit le plus longtemps sur Terre. Mais attendez, il y a pire. Les éponges de l'Antarctique battent tous les records animaux. Elles vivent jusqu'à 15 000 ans. Mais bon, soyons honnêtes, le mieux c'est de regarder des animaux identiques et placés dans des deux conditions de température différentes. Par exemple, ce poisson, Astronotus, à 16 degrés, vit 75% plus longtemps qu'à 22. Et même chez les souris modifiées génétiquement, quand on baisse leur température corporelle de seulement 0,3 degrés, elles vivent 20% plus longtemps. Donc plus t'es gros, plus il fait froid, plus tu vis longtemps. Et bon bah voilà, je crois qu'on a trouvé la règle de vie. Allez, mets un like, envoie à tes amis et mets ta grand-mère au frigo. À la prochaine. Non, toujours pas, non. Parce qu'il y a plein d'animaux qui n'entrent pas du tout dans cette logique. Prenez les tortues. Elles ne sont pas énormes et pourtant, elles vivent super longtemps. Ou encore, le calmar antarctique. Lui, il est géant et il vit dans le froid polaire. Et pourtant, il vit à peine 2 ans. Et même dans une seule espèce, la règle peut se casser la gueule. Et regardez les chiens. C'est l'inverse total. Plus ils sont grands, plus ils meurent vite. Un dog allemand de 70 kg. S'il attend 7 ans, c'est déjà bien. Et pendant ce temps, un poméranien de 4 kg peut tenir 10 ans ou plus. Et c'est pas juste un mythe. Une étude récente a prouvé que chez les reptiles et les oiseaux, l'espérance de vie est vaguement liée au métabolisme. Mais chez les vertébrés, cette règle ne tient pas du tout. C'est dommage. On aurait bien aimé d'avoir un truc universel, genre la taille compte. Mais non. Bon, on a déjà vu 2 facteurs de longévité, la taille et la température. Mais il y en a 4 au total. Et pour comprendre les 2 autres, il faut regarder de côté de poissons de Virginie. Dans les années 80, le docteur Steven Ostad a étudié 2 populations de possums, l'une sur le continent américain et l'autre sur une île isolée à Sopelo. Ce qu'il a vu l'a choqué. Les opossums du continent vieillissaient ultra vite. En 3 mois, ils passaient des animaux en pleine forme à des petites loques avec cataractes, fonte musculaire et arthrite. Et ils mouraient à 2 ans. Et pendant ce temps, leurs cousins d'île vivaient jusqu'à 3 ans. Alors, c'est quoi leur secret? C'est simple. Les opossums d'île étaient isolés depuis 4000 ans. Pas de prédateurs, donc pas de stress. Et donc l'évolution leur a permis de se reproduire plus tard. Et rien ne les pressait. Tandis que ceux du continent, eux, devaient se dépêcher pour se reproduire parce qu'ils risquaient de se faire bouffer. Du coup, leur corps concentrait toute énergie dans la croissance et la reproduction rapide, et pas du tout dans la réparation ou la longévité. Donc le message de la nature, c'était « dépêche-toi de baiser avant de crever ». Et ça, c'est ce que les scientifiques appellent le 3e facteur de longévité.
la pression de sélection naturelle. Et ce facteur-là va nous aider à résoudre le mystère des chats et des chiens. Souviens-toi, on a dit que souvent, plus l'animal est grand, plus il vit longtemps. Et donc logiquement, un chien plus gros qu'un chat devrait vivre plus longtemps, non? Eh bien, en réalité, les chats domestiques vivent en moyenne 15 ans, tandis que les chiens, c'est plutôt autour de 12 ans. Ouais, alors, qu'ils sont plus gros, pourquoi? Parce que les chiens et les chats domestiques ont hérité de la durée de vie de leurs ancêtres sauvages. Les ancêtres des chiens, c'est le loup gris, et en milieu naturel, il vit maximum 12 ans. Pareil pour les chiens. Mais les chats sauvages, eux, pouvaient vivre jusqu'à 16 ans, soit à peu près comme les chats de salon. Donc si les chats vivent plus longtemps, c'est parce qu'ils descendent d'une lignée où la pression de sélection était différente. Les loups sont des animaux sociaux, ils vivent en meute. Ils courent ensemble, ils se reniflent, ils se postillonnent dessus, et donc ils propagent des infections à une grande vitesse. Du coup, ils ont dû grandir vite et se reproduire jeunes, avant de crever d'une saloperie quelconque. Mais comme ils grandissent vite, ils brûlent leur corps plus vite aussi, et donc ils meurent plus jeunes. Et d'ailleurs, ce côté social des loups, on le retrouve aussi chez les chiens. Vous l'avez sûrement remarqué, les chiens sont super sympas avec les gens. Bon, ça dépend de l'éducation, mais de base, un chien aime les gens. Il considère même son maître comme un membre de la meute. Les chats, en revanche, rien à voir. Eux, ils sont en trop. Ils préfèrent rester à l'écart, ce qui aide à éviter les maladies, à se planquer facilement et à fuir les prédateurs. Donc, ils vivent plus longtemps. Et cette introversion, elle est restée dans les chats domestiques. C'est pour ça qu'ils adorent se planquer dans les cartons. Ça leur rappelle l'abri naturel. Et quand ils sont enceintes, on les trouve plus. Elles vont se cacher dans le placard au fond pour mettre bas. Et en fait, quand on parle des chats sauvages, on parle pas des lions ou des tigres. On parle des chats des steppes, ceux qui vivaient il y a 10 millions. Oui, c'est eux les vrais ancêtres des chats domestiques, et pas des tigres ou léopards. Tigres, lions, panthères, tout ça, ce sont des très lointains cousins des chats. Mais le vrai ancêtre de nos minous, il ressemble à une fossa moderne. Donc, pour résumer, contre la pression de la sélection naturelle, on peut défendre de deux façons. Soit par isolement, comme les opossums d'île ou comme des chats qui évitent les autres, soit avec une armure intégrée, comme les tortues. Les tortues, en gros, elles se baladent avec un bon cœur sur le dos, et ça calme les prédateurs, personne ne les embête. Donc elles peuvent permettre de vivre pépère, et du coup, elles vivent longtemps. Et donc la réponse à pourquoi les grosses tortues vivent aussi longtemps, elle est presque enfantine, parce qu'elles ont une carcasse, et que rien les presse à mourir. Mais bon, vous avez réussi à vous protéger du monde extérieur. Vous avez mis une armure, construit un mur autour de votre maison, et maintenant vous vous dites « je suis tranquille ». Eh bien non. Parce que même si vous êtes protégé de l'extérieur, vous pouvez quand même mourir de l'intérieur. Et là, on arrive au quatrième facteur de longévité, la capacité de votre corps à se réparer lui-même et à lutter contre les cancers. Même si vous vivez dans un spa blindé avec des rideaux en plomb et de l'eau osmosée, vous ne pourrez pas éviter les pannes internes. Dans votre ADN, au fil du temps, il y a des cassures, des erreurs et des mutations. Et si une cellule prend trop de dégâts, elle peut devenir folle et commencer à se multiplier sans fin, en copiant son erreur. C'est comme ça qu'apparaît une tumeur cancéreuse. Mais la nature, elle a prévu un truc pour ça, un super-héros, un gardien du génome, le protéine P53. Ce gars-là, c'est une sorte de brigade de chantier. Il patrouille le long de l'ADN, et dès qu'il voit une anomalie, il bloque la division de la cellule, jusqu'à ce que les dégâts soient réparés. Mais c'est un sacré truc, non? Franchement, j'achète. Le souci, c'est que ce gardien, il est actif surtout quand on est jeune. Avec l'âge, sa production diminue parce que le corps, il dit en gros, t'as fini ton job, maintenant tu peux crever. Mais attention, il a une exception à cette règle. Un petit animal tout moche qui vit sous la terre. Il n'a pas de poils et ressemble à un ver en colère. Et il est quasiment invincible. Je parle du rat top nu. Le rat top nu, il vit dans des tunnels sombres, respire l'air pourri et il voit rien du tout. Mais malgré ça, il peut vivre jusqu'à 30 ans. Alors que ses cousins souris, elles crèvent en 2-3 ans max. Mais il existe d'autres animaux qui ont réussi à booster leur protéine P53. Eux, ils sont 100 fois plus grandes et plus longues que le rat top nu. Ce sont les baleines géantes. Normalement, ils devaient en avoir le cancer bien plus souvent que nous. Parce qu'il y a plus de cellules et donc plus de mutations à chaque division.
Et pourtant, c'est à l'inverse. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe de Pareto. Le paradoxe de Pareto dit ceci: quand la masse d'un animal augmente, le risque de cancer ne grimpe pas. Chez la souris et chez l'homme, par exemple, la probabilité est à peu près la même. Et chez les vrais géants, elle baisse carrément. Prenez l'éléphant. Statistiquement, son risque de cancer devrait frôler de 96%. En réalité, il est à 5%. Pourquoi? Parce que l'éléphant possède 20 copies du gène qui code la protéine anti-cancer, P53. Nous, les humains, on n'a qu'une. Chez les baleines, cette protéine existe en version encore améliorée, ce qui fait qu'elle ne développe pratiquement jamais du cancer. Sans ce super pouvoir, elle aurait quasiment 100% de risque d'en avoir un jour. Mais même une protection anti-cancer super boostée ne rend pas les baleines immortelles. La dure vérité de la vie, c'est que après la fin de l'âge reproductif, notre organisme s'en fiche complètement de son propre état. Il remplit sa fonction, donc il n'a plus rien besoin. Chez les créatures comme les orques, les mouches ou même nous-mêmes, à partir d'un certain moment, la fécondité chute et la mortalité grimpe. Mais cela n'arrive pas à tout le monde. Regardez le graphique d'un autre être. Sa mortalité ne change pas avec l'âge, donc il est conditionnellement immortel. De vieillesse, il ne mourra pas, mais des dents d'un prédateur ou d'un cataclysme, oui. Cet être, c'est l'hydre, ainsi nommé parce qu'elle ressemble à un monstre de la Grèce antique et qu'elle régénère de la même façon. Si on lui coupe un tentacule ou même la tête, à la tête repoussera un nouveau corps et au corps coupé, une nouvelle tête. Et qu'est-ce qui va se passer si on broie une bonne poignée de ces hydras immortels dans un blender? Ouais, non. C'est du sadisme. Et bien sûr du sadisme. Ouais. Mais les scientifiques l'ont fait quand même. Avant de passer l'hydre au blender, ses organes étaient bien distincts. Et regardez, le vert c'est l'intérieur, le violet c'est l'enveloppe externe. Après le broyage, tout s'est mélangé et ça ressemble à un smoothie d'organes. Qu'est-ce qui fait de cette masse ensuite? Regardez bien, elle se recompose en quelque chose de structuré. Mettons-lui un peu de heavy metal. Le machin se met à tortiller comme un démon. Et voilà, elle se reconstruise en hydra toute neuve, tout droit revenu de l'au-delà. Bon, c'était un timelapse, mais l'hydre est vraiment revenu et s'est reformé en individu parfaitement sain. Et le secret, c'est que la moitié de ces cellules sont des cellules souches, c'est-à-dire les cellules capables de devenir n'importe quel organe. Et chez les humains, sont très rares. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on prélève parfois le sang de cordon des nouveau-nés pour en chercher. Chez l'hydre, au contraire, ces cellules souches sont nombreuses et toujours parfaites. Cette régénération monstrueuse, ce n'est qu'une manière d'être conditionnellement immortel. Mais il en existe encore un autre moyen, qui est plus étrange. Je la comparerai à Benjamin Button. Ceux qui ne savent pas, c'est le gars qui est né vieux et rejauni toute sa vie. Un bon film. Je vous conseille de regarder ce soir. Et dans la nature, c'est la méduse du Rotopsis, ou plus simple, la méduse immortelle. Elle nage dans tous les océans et à première vue, vit la vie ordinaire d'un invertébré. Mais dès qu'elle rencontre la faim ou une blessure, elle retombe immédiatement en enfance. Elle inverse son cycle de vie et se retransforme en un polype juvénile. Ainsi, la méduse peut faire ça à l'infini. Une telle immortalité biologique reste une exception. 99,9% des êtres vivants, et vous aussi, ne pourront jamais vivre éternellement, même en étant génétiquement modifiés, sans payer des conséquences négatives bien sûr. La nature adore la balance. Elle maintient toujours un lien entre la durée de vie et la fécondité. Plus l'une augmente, plus l'autre diminue. Et le plus simple pour tester cet équilibre, ce sont les souris. Chez elles, la maturité sexuelle arrive en 2 mois et demi. Et en une vie d'un chercheur, on peut étudier plusieurs générations d'un coup. Ça explique pourquoi on ne fait pas ces expériences sur les éléphants. Un seul éléphant vit trop longtemps pour qu'un chercheur voie la fin d'études. En modifiant les souris, on peut mesurer mois après mois combien ils font de petites, comment leur fertilité varie et à quel point leur espérance de vie grimpe ou chute. Et non voilà, enfin l'explication de pourquoi les grands chiens meurent plus jeunes que les petits. En bref, la théorie dit ceci. Une cellule ne peut pas tout recevoir à la fois. Si un organisme investit la majorité de ses ressources dans la croissance et la reproduction rapide, il ne peut pas mettre autant d'énergie dans la réparation de cellules ni dans la défense contre le cancer.
Et regardez, les tumeurs paraissent avant tout chez les très grandes races de chiens. Les races géantes misent tout sur la croissance express pour atteindre la puberté et se reproduire vite. Du coup, leur bouclier anti-cancer reste faible et ils meurent plus tôt. C'est comme dans un RPG. Tu ne peux pas mettre tous les points à fond partout. Si tu maxes la force, tu sacrifies l'intelligence. Et l'inversement. Chez les chiens, c'est pareil. Le level up de la taille se fait au prix de la durabilité. Et devinez qui est le coupable? Oui, vous le regardez en ce moment même. Non, c'est nous, les humains. Parce que pour obtenir les races qu'on voulait, on a enclenché le mode Dieu et lancé un marathon de sélection artificielle sur 2 siècles. Résultat, des chiens saucisses pour aller dans les terriers, des chiens ultra minces au nez de tamanoir pour la course, et des machins minus qui tiennent dans un sac. Mais le revers de la médaille, c'est que la plupart des 400 races actuelles traînent des maladies héréditaires. La dysplasie de la hanche chez le berger allemand, la trouble respiratoire chez le carlin, et les plus grandes n'ont tout simplement pas eu le temps au cours de l'évolution pour développer un système anti-cancer proportionnel. La même théorie s'applique aux humains. On teste aujourd'hui des méthodes de rajeunissement. Chez la souris, en inhibant l'hormone de croissance, on est passé d'une espérance de vie de 3 à 5 ans. Un chercheur, Jean Carlos Belmont, a même combiné les super pouvoirs de la méduse immortelle et de l'hydre et a trouvé 4 gènes qu'on peut reprogrammer pour faire rajeunir n'importe quelle cellule jusqu'à l'état souche. Et dans ces tests, les souris ont vécu 2,5 fois plus longtemps que le groupe témoin. Mais même si un jour on hackait la biologie et qu'on coupe le vieillissement, la nature réagira. Déclin de la fertilité, réduction de la fenêtre reproductive ou un autre coup caché. La nature rétablit toujours l'équilibre. En résumé, la réponse universelle à pourquoi une telle espèce vit X années et pas plus tient ainsi. C'est le temps nécessaire, vu son métabolisme et les menaces extérieures pour laisser une descendance viable. C'est tout. L'évolution se fiche de notre ego ou de notre univers intérieur. Vous, moi, Pipa, nous sommes tous des vaisseaux à gènes qui doivent passer le relais. Et toi, tu ne vis pas éternellement, juste parce que tes gènes n'ont pas besoin. Il faut l'accepter et faire un maximum avec le temps qu'on a. Pense que ton chien a encore moins de temps, mais il vit à fond. Et bonne nouvelle, en 40 ans, la durée de vie des chiens a doublé. Et les chats d'intérieur vivent 2 fois plus longtemps que les chats de la rue. Pourquoi? Parce que l'humain s'occupe mieux de leur santé. C'est le 5e facteur, la médecine. Exemple, ce vieux labrador chou. À la fin de sa vie, il souffrait d'arthrite. Son maître le portait 3 fois par jour jusqu'à un lac froid. L'eau soulageait ses articulations et Chou a pu vivre jusqu'à 20 ans sans douleur. Et moralité? Emmène ton animal chez le veto, fais-le bouger et il restera près de toi aussi longtemps que la nature a prévu. Entraîne ton cerveau et à la prochaine. Voici un rappel. Allumez le frigo. Faites-moi simplement savoir quand vous en avez fini avec le rappel. Alexa, j'ai fini avec le rappel.